maintenant, nous allons nous tourner vers Patrick Wood, qui va nous introduire le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui. Il s'agit d'eugénisme et de génocide. Merci Rainer. J'espère être connecté. Pouvez-vous voir mon écran? Et normalement, mon image apparaît également? Je me présente, Patrick Wood. Voici les 3 livres qui seront pertinents vis-à-vis du sujet d'aujourd'hui. Ils sont disponibles un peu partout dans le monde, via des librairies électroniques ou des librairies capables de commander des livres pour vous. Nous allons parcourir brièvement un certain nombre d'éléments dans le temps qui m'est imparti. J'intitule mon exposé du jour Biodiversité et j'expliquerai ce terme au fil de l'avancement. Alors le sous-titre, la prise de contrôle génétique de l'ensemble du vivant. Il va s'agir d'une perspective actualisée sur ce qui s'est passé au cours des 25 à 30 dernières années, sur la façon dont l'eugénisme s'est immiscé parmi nous, de la manière la plus inattendue qui soit. Mais néanmoins, il est ici bien réel, nous l'avons devant nos yeux. À vrai dire, j'imagine que nous l'avons à l'intérieur de nos bras surtout. Vous connaissez tous le contenu de cette planche, cette déclaration. La pandémie, a dit Klaus Schwab, représente une fenêtre d'opportunité rare et étroite pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde. Ceci est décrit en détail sur le site du Forum économique mondial, mais comme il s'agit d'une lecture ennuyeuse, très peu de personnes vont réellement le consulter. Mais Time Magazine l'a fait, fin 2020. Cette couverture montre le monde en cours de reconstruction. À ce stade, il ne s'agit plus de prospective. L'échafaudage est en place. Les portes sont ouvertes et des choses sont en cours de réalisation dans le monde sans que personne ne les ait votées. Ce qui ne les empêche pas de se mettre en place. C'est ça la vision complète, la véritable vision complète de ce qui est en train de se passer. Je vais vous donner une citation de l'Académie européenne sur la religion et la société. Ils ont écrit récemment: alors que la majeure partie de l'humanité est toujours plongée dans la crise du coronavirus, les membres très influents du Forum économique mondial ont un plan pour ce qui devrait suivre. Cela s'appelle la grande réinitialisation. Et elle projette, écoutez bien, un avenir résolument transhumaniste pour chacun d'entre nous. C'est un aspect qui n'a pas vraiment été mis en avant dans la discussion autour de la grande réinitialisation. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'économie ou bien de politique essentiellement, mais c'est cet angle de transhumanisme sur lequel nous allons nous focaliser aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le transhumanisme ? Voici la définition du fondateur du transhumanisme moderne, Max More, qui vit en Arizona, plutôt ironiquement près de chez moi. Il a écrit « Le transhumanisme promeut une approche interdisciplinaire » ou NBIC. Je vais y revenir dans un instant pour comprendre et évaluer les opportunités d'amélioration de la condition humaine et de l'organisme humain rendues possibles par l'avancement de la technologie. L'attention est portée à la fois sur les technologies actuelles, comme le génie génétique et les technologies de l'information, et sur l'anticipation des technologies futures, comme la nanotechnologie moléculaire et l'intelligence artificielle. Max More, je le dis en passant, est un gars tout à fait brillant, même si je suis en désaccord avec tout ce qu'il dit, ou presque. Il a un doctorat en philosophie qui correspond à son domaine de prédilection. Il s'agissait donc d'une définition exclusivement philosophique à ce moment-là, mais désormais, elle s'est transformée en quelque chose de plus tangible grâce au progrès de la technologie actuelle. Et nous savons tous que la technologie progresse à une vitesse vertigineuse. Permettez-moi de revenir juste une seconde sur ce que signifie la convergence ou le NBIC afin que vous puissiez l'appréhender. Vous pouvez voir 4 cadrans avec un côté gauche qui correspond à la physique et un côté droit à la biologie. Et si vous regardez la démarcation sur le côté droit de l'écran,
Il y a aussi une distinction entre le matériel et le logiciel. Sur le contour extérieur en vert clair, vous lisez les mots atomes, gènes, neurones et bits. Cela fait référence aux origines mêmes du NBIC. Les neurones, en commençant par en bas à droite, les neurones, les bits, puis les atomes et les gènes dans la nanotechnologie. Le mélange de ces sciences qui étaient traditionnellement distinctes dans les universités, par exemple les technologies de l'information, avaient leur propre département, tout comme le génie génétique, etc. Il y a eu une fusion de ces disciplines au cours des 20-25 dernières années. Les universités du monde entier ont rassemblé des personnes de chacun de ces différents départements afin de former une nouvelle discipline universitaire. C'est cela qu'on appelle convergence au NBIC. L'idée sous-jacente est qu'elles sont très étroitement liées, notamment par les données et par la capacité de modéliser ces différentes disciplines avec la nanotechnologie informatique. Nous l'avions déjà évoqué précédemment, mais c'est un fait nouveau. C'est là que je voulais en venir. C'est quelque chose de relativement récent, qui n'existait pas il y a 30 ans et qui est aujourd'hui tout à fait majeur. Et à cause de la convergence de ces sciences à travers le monde, presque toutes les grandes universités ont désormais cette fameuse convergence NBIC comme objectif, et elles travaillent dessus. Il y a eu un énorme programme de recherche au cours de ces dernières années où des articles scientifiques et des articles sur l'avancement ont été écrits. Ce genre d'articles issus du milieu universitaire que personne ne lit jamais parce qu'ils ne sont en fait accessibles qu'aux universitaires. Mais ils ont progressé et aujourd'hui nous sommes confrontés aux résultats, aux retombées de ce programme. Et donc, pour résumer le transhumanisme, le postulat de base, vous noterez que cela vient du Forum économique mondial. Le postulat de base du transhumanisme est que l'évolution biologique finira par être dépassée par les progrès de la génétique, des technologies portables et implantables qui accélèrent artificiellement le processus de l'évolution. Cette déclaration est pleine d'idées diverses et je veux juste en commenter quelques-unes. Il y a environ 25 ou 30 ans, l'élite mondiale s'est rendue compte qu'elle avait la possibilité d'utiliser les nouveaux outils de la biotechnologie pour essentiellement prendre le contrôle de ce qui était considéré comme l'évolution biologique, qu'ils considèrent plus ou moins être 100 millions d'années d'évolution biologique par laquelle l'homme a émergé de la soupe primitive pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Ils croient que l'évolution a été cruelle avec le monde et l'humanité en général parce qu'elle a développé beaucoup d'imperfections selon leur argumentaire, comme provoquer des guerres, ce genre de choses, et façonner d'autres traits de personnalité qu'ils n'apprécient pas. Alors, ils ont tout d'un coup entrevu la possibilité de prendre la main sur l'évolution, sur le processus de l'évolution, de ne plus le laisser être aléatoire, mais plus de le concevoir de manière intelligente, de dominer la biologie, ou ce qui était considéré comme une évolution biologique. Et c'est exactement ce que dit le Forum économique mondial. Ce n'est pas une idée nouvelle chez eux, elle existe depuis un certain temps. Cette idée selon laquelle l'évolution biologique finira par être dépassée par les progrès de la technologie génétique portables et implantables, qui accéléreront artificiellement le processus de l'évolution. Ils veulent donc changer le processus de l'évolution. Ils veulent l'accélérer. Et la conception intelligente qu'ils veulent projeter sur le vivant, c'est celle qui a germé dans leur esprit. C'est ça le mécanisme de réinvention. Que souhaitez-vous être dans 20, 30, 50 ou 100 ans? Et quelle que soit la réponse, ils diront « Très bien, nous pouvons le réaliser désormais. Nous avons les outils nécessaires. » À présent, un petit retour en arrière. Je vais vous renvoyer à un livre qui a été écrit en 1994.
2 ans après la conférence de Rio de Janeiro, après l'événement de Rio de Janeiro. Il s'agissait du premier sommet de la Terre, la conférence UNCED, ou Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Ce fut un événement majeur, parce que cette conférence géante a produit le document Agenda 21 dont nous avons déjà parlé. Quand j'évoquais la dernière fois la Commission trilatérale et le développement durable, leurs origines et comment ils ont été introduits, mais en réalité, la conférence Agenda 21 a produit 2 documents dont nous allons parler à présent. Le premier est le livre Agenda 21 lui-même, et le second est L'état de la biodiversité, un livre géant sur la biodiversité, long d'environ 1150 pages. Nous allons y revenir dans une minute. Il y avait aussi des critiques notables de processus global de l'Agenda 21 à la conférence de l'UNCED, qui affichait de très hautes ambitions, au début des négociations avec l'assurance qu'il en ressortirait quelque chose de positif. Ces critiques prédisaient qu'au final, rien de positif ne se produirait. Et ils ont écrit un livre intitulé « Les courtiers de la Terre ». Je recommande ce livre à quiconque souhaitant approfondir une autre perspective de ce qui s'est passé à Rio. Ce n'est que mon opinion, mais il s'agit du premier livre scientifique sérieux qui a été publié à propos de ce qui s'est réellement passé d'important lors de cette conférence de Rio de Janeiro. Dans ce livre, ils ont fait des révélations surprenantes. L'une des premières choses qu'ils ont dites, et qui fait en quelque sorte le lien avec la présentation de la semaine dernière, est la suivante. Nous affirmons que l'UNCED, c'est-à-dire la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, la conférence était dédiée à ces thèmes. Nous affirmons que l'UNCED a stimulé précisément le type de développement industriel, la technocratie, qui est destructeur pour l'environnement, la planète et ses habitants. Nous anticipons qu'à la suite de la UNCED, les riches deviendront plus riches, les pauvres plus pauvres, tandis qu'une part croissante de la planète sera détruite dans le processus. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est à peu de choses très exactement ce qui s'est passé. Depuis lors, les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont désormais plus pauvres, pendant qu'une part croissante de la planète est détruite dans le processus. Sur chaque question environnementale que vous pouvez observer tout autour du globe, vous devez vraiment creuser pour trouver des améliorations dans la plupart des cas. En fait, il n'y a aucune amélioration, mais pire que ça, c'est plutôt aller dans l'autre sens. Ils sont allés plus loin, et cela nous emmène désormais au véritable sujet du jour, la Convention sur la biodiversité. La Convention sur la biodiversité s'est déroulée en parallèle de la conférence Agenda 21. Dit autrement, ça se passait à Rio de Janeiro avec les mêmes participants. C'était juste une programmation différente. Vous pouvez voir ça aujourd'hui dans diverses conférences partout dans le monde. S'il s'agit d'une très grande conférence, vous remarquerez qu'il y a différentes programmations en parallèle au sein de la même conférence, probablement pour adresser certains domaines. Et c'est ce qui s'est passé à cette conférence de Rio. La Convention sur la biodiversité se déroulait en parallèle. Les deux étaient finalement la même conférence, mais elles ont produit 2 documents de synthèse différents. Les auteurs des Courtiers de la Terre ont écrit ceci à la page 43. Cela vaut vraiment la peine de s'y pencher attentivement. La Convention assimile implicitement la diversité du vivant, c'est-à-dire les animaux et les plantes. Et permettez-moi de rappeler que la pensée technocrate, la pensée transhumaniste, considère les humains ni plus ni moins comme des animaux. Par conséquent, l'humanité aussi est incluse dans cette déclaration. Il est écrit qu'ils assimilent la diversité du vivant, des animaux et des plantes, à la diversité des codes génétiques. Ainsi, la diversité devient quelque chose que la science moderne peut manipuler, ce qui fait apparaître la biotechnologie comme un élément essentiel pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Il s'agit là d'une nouvelle définition de la biodiversité, dont la plupart d'entre vous n'aviez probablement jamais entendu parler auparavant ou n'en étiez pas conscient. Mais c'est pourtant la définition la plus exacte de ce que les Nations Unies envisagent
au moment de la création de la doctrine de la biodiversité. Le commun des mortels pense généralement à un ensemble d'espèces de la forêt, les différentes variétés d'arbres, d'animaux, d'insectes, etc. C'est une manière de l'envisager. Mais ils ont changé cette définition officiellement en 1992. Se préoccuper des codes génétiques, prendre le contrôle du vivant pour que la diversité devienne quelque chose que la science moderne peut manipuler. C'est ce qu'ils ont dit dans leur témoignage, et sans faire aucun jugement de valeur sur le fait qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise chose, mais ces auteurs ont simplement rapporté ce qu'ils ont vu. Certes, ils étaient un peu en désaccord avec cela, mais ils n'essaient pas de nous imposer leur point de vue. Ils rapportent juste ce qu'ils ont observé. Par ailleurs, nous trouvons une autre déclaration à la page 42 qui dit « Le principal enjeu soulevé par la Convention sur la biodiversité est la question de la propriété et du contrôle de la diversité biologique, la préoccupation majeure. » Écoutez bien ceci, c'est ce qu'ils affirment. La préoccupation majeure était la protection de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie émergente des biotechnologies. C'est plutôt surprenant, car dans ce cas, il ne s'agissait pas d'environnement ou de faire de la Terre un meilleur endroit pour vivre. Les auteurs ont écrit que l'enjeu principal, et non un enjeu mineur, l'enjeu principal soulevé par la Convention sur la biodiversité est la question de la propriété et du contrôle. On parle de propriété intellectuelle, si jamais vous avez besoin de cette petite précision, et du contrôle sur la diversité biologique. Finalement, qu'en est-il de cette diversité biologique ? Il ne s'agissait que de contrôle sur la structure génétique du vivant. Leur préoccupation majeure, la véritable raison de leur démarche, l'enjeu principal, c'était de protéger les industries pharmaceutiques et biotechnologiques émergentes. Et pour être honnête avec vous, si en 1994 j'avais lu ce livre, dès sa publication, je n'aurais probablement pas relevé ce passage, car qui était en mesure de comprendre ce qu'était l'industrie émergente de la biotechnologie ? Je ne le savais pas à l'époque. Je connaissais l'agriculture, ayant grandi dans le monde agricole. Nous avions compris très tôt qu'il existait des choses comme des tomates modifiées biologiquement, dans le but de mieux les faire pousser et peut-être de mieux utiliser les machines mécaniques pour la récolte. Mais si vous demandiez à n'importe qui, dans la rue ou même dans le milieu universitaire, ce qu'étaient les industries émergentes de la biotechnologie, on vous aurait regardé avec des yeux ronds. Aujourd'hui, cela a du sens pour nous, car nous avons plutôt une bonne idée d'où elles viennent. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La Convention sur la biodiversité concernait donc le contrôle sur les codes génétiques via la mise en œuvre du génie génétique afin de les manipuler et de les réagencer dans ces industries biotechnologiques et pharmaceutiques. Vu d'aujourd'hui, je dirais que les industries pharmaceutiques et biotechnologiques ont convergé au cours des années depuis 1992. Donc même si elles sont mentionnées séparément dans cet extrait, nous les avons vues s'entremêler au cours de l'histoire moderne pour créer toutes sortes de choses qui nous ont amenés à notre vie actuelle telle qu'elle est. Par exemple, permettez-moi un retour en arrière juste une minute. L'exemple du contrôle sur les semences. Monsanto est devenu célèbre pour cela. Ils ont étendu leur entreprise sur pratiquement toutes les cultures vivrières à portée de leurs mains et ils ont apporté certaines modifications génétiques aux graines, à l'ADN des graines, afin d'obtenir des caractéristiques qui pourraient être reproduites dans les champs. Par exemple, dans le cas du coton. Ils ont introduit un phénomène naturel nommé Bt, qui repousse les insectes. Ils étaient confiants, il était régulièrement pulvérisé sur les cultures, soit avec des pulvérisateurs manuels, soit via hélicoptère ou autre. Désormais, nous n'avons plus besoin de faire cela. Nous pouvons concevoir la graine elle-même pour qu'une fois plantée, elle produise ce Bt au cours de sa croissance, afin que les insectes ne s'approchent pas. Et effectivement, cette stratégie a très bien fonctionné. Soit dit en passant, je n'entrerai pas dans les détails. Mais il y a de nombreux échecs désastreux où le coton Bt a eu l'effet inverse.
Ils ont conçu pratiquement toutes les semences de culture auxquelles vous pouvez penser. Le colza, le canola, le soja, le blé, le maïs. À peu près tout ce que vous consommez a été conçu par Monsanto. Et chaque fois qu'ils ont conçu une graine, ils ont posé un brevet dessus. Et ils ont dit, cette graine nous appartient à présent. Et vous ne pouvez pas la cultiver sans obtenir notre accord. Fini pour les graines. Les graines sont du matériel vivant. Donc, elles rentrent sous le coup de cette définition de la biodiversité. Par ailleurs, nous savons maintenant que des insectes ont été modifiés eux aussi. Ils modifient génétiquement des moustiques, par exemple, pour pouvoir éradiquer des maladies transmises par les moustiques. Nous savons que d'autres insectes ont été modifiés pour diverses raisons, comme les criquets, par exemple, génétiquement modifiés pour devenir potentiellement une source de protéines pour nourrir les humains. Cette idée ne m'enchante pas. Ce serait un repas dont je me passerais volontiers. Il y a aussi des poissons qui ont été génétiquement modifiés. Le saumon peut maintenant être élevé dans des fermes pour croître 2 fois plus vite que par le passé, ce qui signifie plus de production de chair et plus de profit. Il y a aussi d'autres animaux, comme des bovins et des porcs qui ont été génétiquement modifiés de manière significative. Des moutons et des porcs sont modifiés, par exemple, avec des gènes humains dans une sorte de processus transgénique où ils prélèvent des gènes humains et les implantent dans des porcs. Alors, les porcs produisent des organes qui peuvent être transplantés chez l'homme. Si quelqu'un a besoin d'un rein ou peut-être d'un cœur, peu importe. Il peut être produit à l'intérieur d'un porc, puis prélevé et greffé chez un humain. Des animaux ont donc été génétiquement modifiés. Et à peu près tout le reste, en fait. Des oiseaux, des poulets, des dindes ont également été modifiés. Si vous considérez d'un bout à l'autre, absolument tout, sauf les humains jusqu'à présent, a été génétiquement modifié en profondeur avec les fabricants de semences en tête. La seule chose qui y a échappé, le seul être vivant qui a échappé à la modification, est la population humaine. Et vous voyez où je veux en venir par là. Si les outils actuels avaient été à la disposition d'Adolf Hitler, à un moment quelconque pendant la Seconde Guerre mondiale, le résultat aurait probablement été tout à fait différent. Nous voyons que cette vision est en train de renaître aujourd'hui. Alors que les moyens à la disposition d'Hitler pour épurer le patrimoine génétique étaient plutôt rudimentaires, débarrassez-vous de tout ce que vous n'appréciez pas. Vous n'aimez pas leur apparence? Très bien, tuez-les. Vous n'aimez pas leur façon de penser? Très bien, tuez-les aussi. Vous n'aimez pas la couleur de leur peau? Voilà une bonne raison pour les tuer. Et s'il y a n'importe quel autre bouc émissaire à diaboliser, tout comme ce que les Juifs étaient devenus alors, tuez-les pour simplement vous débarrasser d'eux, supprimez-les du patrimoine génétique, car ainsi, ils ne se multiplieront pas et ils ne le contamineront plus. Ce n'était que sa vision simpliste de l'eugénisme, nettoyer le patrimoine génétique, selon sa propre conception, bien sûr. Il l'a accommodé à sa façon. Aujourd'hui, cela prend une tournure différente, mais c'est le même vieux mécanisme. Comment allons-nous épurer les patrimoines génétiques chaque fois que nous pouvons intervenir directement, que nous pouvons changer, éditer, pour faire en sorte que les choses que nous n'aimons pas soient modifiées en de nouvelles choses. Nous pouvons créer la vie à notre propre image, quelles que soient nos envies. Il faut reconnaître que c'est très troublant quand on y regarde de plus près, mais la technologie d'aujourd'hui est dirigée vers la population humaine pour la toute première fois de manière aussi importante, tout du moins à une aussi grande échelle. C'est très inquiétant, mais la technologie d'aujourd'hui cible la population humaine pour la toute première fois de façon très importante, ou du moins à grande échelle. Certaines thérapies génétiques étaient disponibles avant ça, ne vous méprenez pas. Mais avec la pandémie d'aujourd'hui et avec les injections à base d'ARN messager qui sont utilisées aujourd'hui dans le monde entier, c'est la première utilisation massive et expérimentale de cette méthode sur l'ensemble de la population humaine. Parlons donc des 2 livres issus de cette conférence de 1992. Le premier dont je veux vous parler est le livre Agenda 21. Il est disponible. Vous pouvez voir qu'il est écrit dessus « Programme d'action des Nations Unies à Rio ».
Et en bas, vous pouvez voir le logo des Nations Unies et celui de l'UNEP aussi. C'est notre livre officiel. Il est toujours disponible sur Amazon et d'autres sites où vous pouvez l'acheter. Je conseille aux gens de le prendre pour qu'ils puissent voir que nous ne racontons pas de bêtises. J'ai donc fait une recherche. Heureusement, j'ai une copie électronique de ce livre et j'ai recherché plusieurs mots parce que la fréquence des mots et des documents est très importante pour moi en tant que chercheur. J'aime voir ce qui est mentionné le plus souvent car c'est ce qui indique le thème recherché. Donc, si vous comptez un peu les mots quand vous faites des recherches, vous pouvez comprendre où l'auteur va en venir et ce qui sous-tend sa base, sa théorie. Ainsi, dans le livre Agenda 21, j'ai cherché certains mots et ils sont listés ici. Génétique, gènes, biotechnologie, ADN, ribosome, et j'ai trouvé que le mot génétique apparaissait 22 fois, alors que ce livre ne fait que 351 pages. Les gènes étaient mentionnés 2 fois, la biotechnologie 23 fois, l'ADN 1 fois, et les ribosomes 1 fois, ce qui donnait un total de 49 mentions dans ce domaine précis. Sur 351 pages, cela donnait un taux de saturation de 14%. En d'autres termes, 14% des pages du livre de l'Agenda 21 traitaient de ce concept de biodiversité en rapport avec les questions génétiques, les gènes, la biotechnologie, etc. Et ce n'est pas vraiment inquiétant. Si vous lisez juste ce livre, c'est un thème mineur, c'est un thème important, bien sûr, sinon il ne l'aurait pas mentionné sur 50 pages sur 350. Mais vous ne diriez pas que c'est le thème principal ou l'enjeu principal de l'Agenda 21. Et en effet, si vous avez lu ce livre, ce n'est pas le thème principal. Mais c'est un point important. Cela dit, quand on aborde l'évaluation de la biodiversité, c'est ce livre qui est sorti de cette conférence. C'est un livre énorme. Il a la taille d'un classeur de 1152 pages. Si vous laissez tomber ce livre qui mesure 10 cm d'épaisseur sur votre pied, ça fait mal. Eh bien, j'ai cherché les mêmes mots dans ce document. Et figurez-vous que le mot génétique a été mentionné 518 fois, le mot gène 162 fois, la biotechnologie 112 fois, l'ADN 97 fois et les ribosomes 17 fois. Donc, sur 1152 pages, 900 d'entre elles contenaient au moins une référence aux questions génétiques. On parle donc d'un taux de 78%. Cela confirme, sans l'ombre d'un doute, que les auteurs des Courtiers de la Terre savaient exactement de quoi ils parlaient et qu'ils n'étaient pas de simples témoins. Ils n'ont fait aucun jugement de valeur à ce sujet, mais cela confirme, pour moi en tout cas, que leur évaluation était correcte à 100%. Le principal enjeu de la Convention mondiale sur la biodiversité, et ce livre d'évaluation en est issu, concernait spécifiquement la modification génétique de la vie. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur la couverture de ce livre des petits poissons dans l'eau. Je ne sais pas exactement ce que ça représente parce que c'est un ajout, mais quand vous pensez biodiversité, pensez modification génétique. Cela prouve que le concept tout entier de modification des gènes et des êtres vivants est une question très importante, voire la principale question depuis 1992. Cela est passé inaperçu pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, grâce à tout ce qui se passe depuis ces 2 dernières années, cela est apparu au grand jour. C'était le plan original. Toutes les autres formes de vie ont déjà été génétiquement modifiées. La frontière finale, la dernière, était l'humanité elle-même. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je veux donc faire le lien entre la semaine dernière et cette semaine, juste pour que vous puissiez comprendre où veut en venir Klaus Schwab. Parce qu'il pousse à la fois à la technocratie, qui est le développement durable, et au transhumanisme en même temps. Vous vous dites, bon, d'accord, il y a les gens et il y a le système dans lequel les gens vivent. Eh bien, la technocratie est la structure sociétale, si vous voulez,
qui déterminera comment le système économique va fonctionner, comment le système sociétal va fonctionner, mais c'est un tout nouveau système. Comme il l'a dit, la grande réinitialisation n'est pas quelque chose que nous connaissons du siècle dernier. La grande réinitialisation est entièrement nouvelle. Mais la technocratie est à la structure et au fonctionnement de la société ce que le transhumanisme est aux humains qui y vivront. La condition transhumaine est donc une sorte de personne génétiquement modifiée que l'on pourrait comparer à Hitler-Superman, qui est d'ailleurs à l'origine du personnage de Superman dans les dessins animés. Mais l'homme transhumain n'est pas différent du Superman qui est sorti de l'Allemagne dans les années 30 et 40. Il n'y a donc rien de nouveau ici. Le concept est le même. Il est juste exprimé d'une manière différente. Pour Klaus Schwab, le transhumanisme est l'idée que ce genre de personnes vivront dans un monde restructuré. Cela implique que ceux d'entre nous qui appartiennent à l'ancien monde, alors que le nouveau monde sera créé, ne seront plus adaptés ni compatibles avec ces nouvelles machines issues du monde transformé. Nous devons donc être transformés nous-mêmes pour vivre dans ce nouveau monde. Et je tiens à dire qu'Hitler, soit dit en passant, je ne suis pas un expert d'Hitler ni de la Seconde Guerre mondiale, mais je tiens à souligner qu'Hitler était très précis à ce sujet, que le Superman, la super race qu'il avait l'intention de créer, était la race qui habiterait son soi-disant Reich millénaire. Ce sont ces gens qui entreraient dans le Reich millénaire pour peupler le monde et reformer l'ensemble de A à Z. Donc, encore une fois, rien n'a vraiment changé. Mais maintenant, nous avons des gens qui sortent du Forum économique mondial. Par exemple, cette femme ici, Ida, est membre du Parlement danois. Et elle s'exprime lors d'un Forum économique mondial avec pour arrière-plan une plante verte derrière la tête. C'est sans doute approprié ici, mais elle dit « Bienvenue en 2030 ». Je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. Vous voyez, c'est toute la vision de Klaus Schwab, du Forum économique mondial, des technocrates, de la Commission trilatérale et de toute cette élite mondiale. Aujourd'hui, leurs idées est que le monde sera tellement transformé que vous ne posséderez plus rien et serez dépouillé non seulement de vos biens physiques, mais aussi de votre vie privée. Le dernier bastion de la vie privée est votre esprit, les pensées que vous cultivez. Ils veulent aussi s'en emparer. Ils ne souhaitent pas se contenter de nos biens, mais ils veulent aussi posséder le processus même de la pensée qui habite notre cerveau. Et elle proclame, bien sûr, de manière surjouée, que la vie n'a jamais été aussi belle. Eh bien, laissez-moi vous dire que si elle pense vraiment que la vie n'a jamais été meilleure, c'est uniquement parce qu'un vide sidéral se trouve dans cette jolie petite tête blonde qui est incapable de traiter les pensées. Impossible d'être heureux à moins d'avoir subi un lavage de cerveau complet, comme il se doit, quand on ne possède plus rien, pas même sa vie privée. Mais il se peut aussi que vous ne possédiez plus non plus votre propre corps, car au fil du temps, ces sociétés d'ingénierie génétique revendiquent des droits de brevet et des droits intellectuels sur leur propre création. Il se peut donc que lorsque vous dites « je ne possède rien », vous ne possédiez vraiment rien, ni les choses physiques externes, ni les choses physiques internes. Et je voudrais conclure avec cette diapositive car elle résume bien la situation et elle est sans équivoque. Il s'agit du site de Moderna. J'ai publié l'image complète ici pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Il suffit d'aller sur le site de Moderna, puis sur la page About Us, et vous verrez ceci. Bienvenue chez Moderna. Nous croyons que l'ARN messager, c'est-à-dire l'ARNM, le précurseur de la fabrication des protéines, le modèle de fabrication des protéines dans votre corps, et le logiciel de la vie. Le logiciel de la vie, que fait-on au logiciel? Eh bien, on crée des logiciels, on veut constamment les améliorer, on publie des nouvelles versions des logiciels lorsqu'on y apporte des modifications.
Et très souvent, bien sûr, on passe par un processus par lequel on corrige les problèmes qui surgissent. Et la vie continue, le logiciel de la vie, nous disent-ils. Eh bien, la mentalité du logiciel de la vie appliquée aux êtres humains est exactement ce que nous voyons en ce moment. Et si les gens ne comprennent pas ce que signifie cette page About Us, c'est soit qu'ils ne peuvent pas raisonner, soit qu'ils n'ont aucune capacité logique. C'est probablement l'un des commentaires les plus révélateurs et les plus effrayants que l'on puisse voir sur un vaccin. Ou, excusez-moi, peu importe comment vous l'appelez, pas un vaccin, mais une injection d'ARN messager. C'est la chose la plus effrayante que l'on puisse voir, que de leur point de vue, ils n'inoculent pas des graines, des poissons ou des animaux, et ils ne tuent pas des humains, mais il s'agit du logiciel de la vie humaine. Le logiciel de la vie est maintenant devenu le terrain de jeu de l'élite mondiale. Ils essaient de créer une humanité qui va entrer dans leur propre Reich millénaire en quelque sorte. Et c'est exactement ce qu'on a vu auparavant dans l'histoire. Les noms ont changé, la sophistication de la présentation a changé, mais l'idéologie sous-jacente, les principes et les objectifs n'ont pas changé. Je vais donc vous remercier et arrêter de partager mon écran. Et s'il y a des questions et des commentaires, j'en serai ravie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick.